C'est bon de passer au milieu d'une si belle présentation, surtout le ventre vide. Merci d'avoir rasé le buffet. J'étais pas là. D'abord, je veux remercier les organisateurs de m'avoir donné cet honneur de venir aujourd'hui pour parler et vous inspirer. Apparemment, c'est le but. Et en fait, lorsqu'on me posait la question, est-ce que je veux faire un TEDx, je suis la seule chose. Vous m'avez invité parce que, à un certain moment de ma vie, je me suis distingué. Si je me suis distingué, c'est grâce à cette chronique-là. C'est pas la présentation. C'est pas la bonne présentation. C'est pas grave. C'est pas la bonne présentation. Donc, si vous m'avez invité aujourd'hui, c'est parce qu'à un certain moment, j'ai fait quelque chose qui est marqué et je me suis distingué avec. En fait, les chroniques, vous les connaissez un peu tous. Mais je ne vais pas parler des chroniques, parce que je sais que si vous voulez en savoir plus, vous allez lire sur ma page, soit Facebook, soit au site de Pilule Rouge. Mais ce dont je voudrais parler, c'est, je trouve, ce qui est plus intéressant, c'est pourquoi ces chroniques, pourquoi cette initiative, comment je suis arrivé à là, et comment je suis passé en une année de 175 à 1000 jusqu'à je ne sais pas combien maintenant, avec une fin de page. En fait, on connaît tous la fin et les résultats de telle ou telle personne. Mais rares sont ceux qui prêtent attention au parcours ou au chemin de ces personnes. Comment et à quel moment ces gens, comme ces conférenciers, ou vous, à un certain moment, vous avez créé la différence. Il y a une initiative. Comment ces personnes sont arrivées à créer une valeur ajoutée dans leur vie et la vie de leurs proches. Comment ces personnes-là, en une fraction de seconde, ils ont décidé de faire un pas en avant, de créer une initiative, d'être une valeur ajoutée. Ces personnes-là, je ne pense pas qu'ils sont différents de nous. Ce que je crois, pour créer un changement dans n'importe quelle société, c'est, oui, on a besoin de ces merveilleuses personnes diplômées, intelligentes, comme vous, comme ces conférenciers. Oui, on a besoin de personnes de pointe, de qualité. Mais je pense, dans un sens de complémentarité, on a plus besoin de personnes qui ont cette volonté de vouloir changer ce qu'il y a autour d'eux, qui ont cette volonté de vouloir être une valeur ajoutée, là où ils sont, dans leur travail, dans la rue, dans leur entreprise, dans leur société en général, dans leur famille, avec leurs conjointes, avec leurs enfants. Et pour créer cette volonté de changement, il faut une motivation. Il y a en général deux sortes de motivation. Soit c'est une petite étincelle, une grande étincelle. Une grande étincelle, ça pourrait être une situation de crise, la guerre, famine, bien un gain de célébrité, bien un gain d'argent. Ou encore, une petite étincelle, un acte, une parole, un geste, qui vous paraît au début négligeable, mais on se rend compte après, ça a été le résultat d'une grande chose, avec un effet boule de neige. Et c'est spécifiquement de ça, de quoi je voudrais parler. C'est en fait de cette fraction de seconde, d'un acte, d'un geste, d'une parole, qui à un moment donné a créé la différence, sans qu'on se rende compte des conséquences. Et c'est pas la bonne présentation, mais c'est pas grave. Parce que bientôt vous allez parler trop de mal. Et en fait, du point de vue du neurochirurgien, je ne vais pas vous faire un cours. Bon, mais ça compte pas. Notre corps et notre cerveau, il est prédisposé pour être une valeur ajoutée. Nous avons, sans rentrer dans un cours de neurosciences, en fait, notre cerveau, il contient une région qui s'appelle le système limbique. Je vous raconte pas les détails, mais ce système, il est responsable d'un processus qui est de l'action, de la réflexion, jusqu'à une réaction. L'analyse, et puis il nous ordonne de réagir. Donc, être une valeur ajoutée, c'est quelque chose qui est naturel en nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend, ce n'est pas quelque chose qu'on va innover, c'est quelque chose de naturel qui est en nous. Et les scientifiques ont prouvé en fait que lorsque vous entrez dans un processus de réflexion, il y a quelque chose de formidable qui se passe. Lorsque cette réflexion elle débouche sur une solution qui est positive, votre corps, votre cerveau, il sécrète en fait des hormones qu'on appelle l'endorphine, qui entraînent un sentiment de satisfaction. Et ce sentiment de satisfaction est bon pour la santé. Ce qui veut dire qu'être une valeur ajoutée, c'est très bon pour la santé. C'est même une drogue.
Et dans ma petite vie banale, parce que je pense qu'il y a des vies encore plus intéressantes que la mienne, sûrement les vôtres, il y a certaines personnes qui ont agi sur moi. J'ai été victime de leur initiative positive. À un certain moment, ils ont fait un pas envers moi, et ils ont créé cette personne qui est devant vous. Neurochirurgien, écrivain, blogueur, lui donner 18 minutes pour parler, c'est génial. Mais, ces personnes-là, quand j'étais gamin, il y avait une personne qui agit sur moi. À 10 ans, j'étais avec toutes les complexités du monde entier, timide, un enfant banal, qui ne vous inspirera pas confiance, sincèrement. Mais comme le bon Dieu fait bien les choses, et les fait de manière parfaite, il m'a collé un handicap majeur. Et cet handicap-là, je ne sais pas si vous rendez compte, c'était un handicap verbal. Je ne parlais pas du tout, j'étais muet. C'était d'être muet jusqu'au bégaiement, jusqu'à maintenant. Il y a pire. Et j'ai vu pire et vous avez vu pire. Et juste pour relater l'expérience. Et c'était affreux. Moi, quand je le vois chez mes patients atteints de cancer ou bien d'un AVC qui ne peuvent pas parler, je les mets sous antidépresseur automatiquement. Moi, quand j'avais 10 ans, je voulais mourir. C'était atroce parce que tout le monde est là à vous imiter, une incompréhension totale de la famille, de l'entourage et en plus de vos enseignants. J'avais un enseignant un jour qui m'a lancé dans une réunion de parents d'élèves avec les parents qui étaient là debout, 30 camarades. Bon, écoutez, monsieur Zari, votre fils, je ne pense pas qu'il ira très loin. Votre fils, il nous retarde dans la classe et je crois qu'il faut le mettre dans une institution spécialisée. Bon, ma mère a fondé en larmes toute la nuit. Elle a commencé à prier le bon Dieu. Ma mère, c'est une femme broca. Et quelques jours après, là, on joue dans la récré, tout seul, muet, tout seul, tranquille. J'ai cette personne qui, à un moment donné, en une fraction de seconde, a fait un pas en avant, vers moi. Un acte, un geste, tout simple, tout petit. Un acte très négligeable. Il a consacré 2 minutes à me parler. Et ces 2 minutes-là, en fait, cette personne qui est là devant vous. Vous la voyez, vous l'invitez, vous lui parlez, épanoui, d'accord. Mais ces 2 minutes-là, en 2 minutes, il a changé ma vie. En 2 minutes, bon, c'était 1 minute 45 pour m'écouter, parce que je bégayais. Mais en 15 secondes, il m'a dit, mon fils, part en isolement. Tu ne fais que leur donner raison. Et si tu veux qu'ils te respectent, rends-toi utile. Va vers eux et n'attends pas qu'ils viennent vers toi. Cette phrase, je l'ai appliquée toute ma vie. Et je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui. Je l'en remercie. Et cette personne, je ne l'ai jamais revue. Et elle ne sait pas si elle a agi sur moi ou pas. Donc elle a fait un acte, un geste, une parole, à un moment donné, sans qu'il se rende compte qu'il va changer quelque chose. Et il a fait un pas. Et ça a donné des résultats. Mais comme la vie, elle n'est pas juste, on oublie rapidement. On dépasse ça, on dépasse nos complexes, nos handicaps, et puis on oublie, et on devient arrogant. Et à un certain moment, j'étais devenu très arrogant. À un certain âge, oui. Mes potes vous le confirmeront. Très arrogant. Et puis à un certain moment, la vie te rappelle et t'amène quelqu'un avec une petite parole qui te remet dos contre le mur, te remet en place. Et cette personne-là m'a interpellé sur mon rôle dans la vie. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fous? En train de t'agiter à droite et à gauche, tu fais le tchatcheur. Et cette personne-là m'a donné des céphalées atroces pendant 2 semaines. Et la seule chose dont je me rappelais, c'était la phrase de mon professeur de sport. Rends-toi utile, rends-toi utile, rends-toi utile, rends-toi utile, rends-toi utile. Et j'ai décidé de me rendre utile. J'ai décidé de faire l'initiative, être une valeur ajoutée. Aucune expérience, je ne sais pas ce que c'est. Même maintenant, je viens de mettre un mot sur ce sentiment-là. Et lorsque vous voulez être une valeur ajoutée dans la vie, il y a un truc mystérieux qui se passe, c'est bizarre. C'est que autour de vous, et toutes les personnes qui veulent être une valeur ajoutée, vous avez une sorte d'aimant, d'attirance entre eux. Et vous faites des rencontres formidables, parce que c'est des gens comme vous qui cherchent à être une valeur ajoutée. On est là avec moi, Nouveau Chana, et même Bobo, on se connaît depuis 7 ans, 8 ans. Et c'est des gens autour de ça. Et puis on a commencé à vouloir faire avec toute la naïveté d'un débutant, à vouloir faire du bien. Ouais, du bien. Pouvoir aider un patient, payer un traitement, l'aider dans une consultation, aller dans un orphelinat. Et c'était très jouissif. C'est très simple. Puis à un certain moment, on est 3, 4, puis on devient 15, 20, 30, 60. Puis à un certain moment, il y a quelqu'un qui vient vous voir et vous dit, écoutez, vous organisez pas, on est une association. Ça serait parfait. Ça serait parfait. Et on dit, ah oui, ouais, pourquoi pas, une association. C'est une bonne idée. Une association humanitaire. Les gens, aucune expérience, zéro expérience,
vous raconte pas que notre règlement intérieur, pour la petite histoire, il est issu d'un règlement intérieur d'un syndicat d'immeubles. Mais s'il y avait un truc sur lequel on est tous d'accord, c'était la mission. C'était qu'on voulait créer un paradis sur Terre, un Éden. Et on voulait partager ça avec les autres. Qu'on soit tous une valeur ajoutée. Et qu'on attire vers nous tous les jeunes qui veulent créer quelque chose dans leur vie. Et ça a marché. On a commencé avec toute la naïveté des débutants. Progressivement, on a appris sur le tas, de petit projet à petit projet. Et ce qui arrive lorsque vous voulez être une valeur ajoutée, et vous êtes ambitieux, ça grandit progressivement. Ça grandit. Et puis ça continue à grandir. Et puis vous devenez professionnel. Et après, vous commencez à réaliser que vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout atteindre. Et je vais stopper là. Et vous rappeler que la vie, des fois, finit par vous tester. Finit par tester votre sincérité. Est-ce que vraiment vous voulez changer? Est-ce que vraiment vous voulez être une valeur ajoutée? Oui ou non? Est-ce que vraiment vous voulez inspirer les autres? Est-ce que vraiment vous voulez aller de l'avant et être un initiateur? Et moi, en sortant des bancs de la fac de médecine, j'étais le simple médecin à qui on a bien appris, diagnostiqué, mettre un traitement. Ma profession, c'était ça. Tranquillement, je faisais de la neurochirurgie et après, beaucoup de gens l'apprennent. Beaucoup de gens sont plus brillants que moi. Et puis, à un certain moment, au cours de mon travail, je sentais que je n'appliquais pas vraiment ce que je voulais, mon métier de médecin. Il y avait un truc qui clochait. Ça n'allait pas. Et puis, jusqu'à une certaine garde, de nuit, je me rappelle très bien, d'ailleurs c'est le premier épisode de mes chroniques, c'était l'initiation. Juste pour vous dire comment l'évolution des choses, comment d'une parole à une autre, d'un geste tout simple, des choses merveilleuses peuvent en déboucher. Il ne faut rien négliger. Dans une garde, de nuit, j'ai dû faire un choix. Un choix qui m'a marqué toute ma vie. Un choix entre deux passions, entre la vie et la mort. Et cette nuit-là, il y avait une patiente qui avait 60 ans, qui avait un accident vasculaire cérébral, et qui entrait en coma. Elle avait besoin d'un respirateur. Malheureusement, il n'y avait qu'un seul respirateur dans l'hôpital, et dans la CHU de la plus belle capitale au monde. En même moment, il y avait un jeune de 16 ans qui est arrivé, qui avait un hématome énorme dans la tête, et que la seule chance de le sauver, c'était de l'opérer. Un jeune homme de 16 ans, une femme de 60 ans, les deux familles autour. J'ai fait un choix. J'ai tué cette femme. Je l'ai condamnée. J'ai choisi le jeune homme. Eh bien, le système l'a tué. Et ça a été l'une des expériences les plus difficiles. Je me rappelle quand je suis sorti du bloc opératoire. J'étais couvert de sang. Et puis je suis sorti au parking pour respirer. Parce que j'arrivais pas. J'arrivais pas à supporter ce choix que j'ai fait. C'est une dame qui a l'âge de ma mère, de vos mères. Et je voyais cette dame, sa famille la portait à 4. Il la mettait dans le coffre, pas dans le coffre, dans l'arrière, 1h12. Et cette scène, qui va doucement, elle avait sa sandale qui est tombée par terre, et sa fille prenait cette sandale et m'a regardé, nos regards sont croisés, et m'a lancé Chomalik, et à l'intérieur, c'était non, j'ai pas fait médecine pour ça. J'ai pas fait médecine pour ça. J'ai fait médecine pour sauver des gens. J'ai fait médecine pour me mouiller avec eux. J'ai fait médecine pour être là à côté d'eux, dans les pires moments et dans les bons moments. Et cette fille-là, sans s'en rendre compte, avec cette initiative, elle a créé quelque chose. Elle a créé des chroniques d'un neurochirurgien schizophrène. Le soir même, j'ai pas dormi. J'ai craché ça sur un article. En 1 heure, 1000 personnes avaient lu ça. Je recevais des messages, une 50aine de messages par jour. Des associations nationales et internationales me contactaient. Des subventions venaient à l'hôpital. Mes collègues ont commencé à changer de comportement. Je reçois des messages des étudiants en médecine dans les 4 coins du Maroc. Ils me disaient, vous avez changé en nous notre vision de faire notre métier. Et tout ça, qui est-ce qui l'a fait? C'est cette jeune fille. Par un acte, par un pas, par une initiative. Cette jeune fille, elle a créé quelque chose. Je suis désolé pour le timing. Je suis désolé, mais j'ai piqué 2-3 secondes. Et cette fille-là, elle a créé quelque chose de grand. Dans l'association Eden, on est là, pour la première fois, on va organiser un grand truc. Pour la première fois au Maroc, on fera un débat national, un moratoire sur la santé.
une réforme de la santé en général. On va réunir pendant 18 mois, dans un cycle de conférences, tous les spécialistes en la santé pour leur dire, voilà, réunissez-vous autour d'une table et discutons de tous les problèmes, trouvons des solutions. Au bout de ces 18 mois, on veut trouver des solutions, faire un rapport, le présenter au gouvernement. C'est la première fois au Maroc que ça va se passer. Et c'est l'association AEL qui va l'organiser. Prochaine conférence, ce sera le 12 mai à la faculté de médecine avec le ministre de la Santé. Et cette action, c'est la PIL qui l'a créée, c'est pas moi. Parmi d'autres projets, on a une formidable architecte avec nous dans l'association. Un jour, elle était horrifiée parce que son professeur conférencier, qui était invité à une conférence, n'a pas pu entrer dans l'établissement où il devait donner cette conférence-là. Alors il s'est dit, comment ça se fait qu'on n'a pas d'accès, de facilité pour les handicapés? Alors il est venu dans l'association pour proposer un projet de réaménagement de tous les établissements de la CTF1 pour qu'il y ait accès aux handicapés. Avec la réalisation d'un cycle de conférences également, et de sensibilisation, avec lesquels on sortira avec un rapport. Un rapport qu'on pourra présenter au gouvernement également, ou bien à la commune. Et ça sera généralisé sur toutes les communes. Et tout ça est parti de rien. La NAC, une initiative, négligeable au début, mais qui a eu un résultat énorme. Un autre, Bouchta. Qui est-ce qui connaît Bouchta ici? Personne de vous. Bouchta, c'est un patient à moi. Bouchta, en passant le voir un matin, il me dit « Docteur, mais qu'est-ce que vous avez fait dans ma tête ?» Je dis « Mais arrêtez, vous n'avez pas expliqué ce qu'on vous a fait, on vous a enlevé une partie de votre cerveau. » Il me dit « Mais docteur, vous nous expliquez absolument rien du tout ici, moi je n'ai pas donné mon accord. » Il a donné une idée. La vidéo, s'il vous plaît. Juste un instant pour les deux acteurs, je ne suis pas responsable des deux acteurs qui vont apparaître dans la vidéo. Et c'est une vidéo démo de ce qu'on peut faire. C'est un sujet qui me tient à cœur. منظمات العنايه والصحه اتفقوا على مجموعه ديال الحقوق ديال المراه. اجيو نشوفوا عنهم. ملي كتكون عند الطبيب اول حاجه خاصو ياخذ الوقت باش يسمع ليك ويفسر لك مزيان المرض اللي عندك. عاد يخرج لك الدواء المناسب ليه. لان الفهم ديال المرض هو البدايه ديال العلاج. من تكون عند الطبيب ما عندوش الحق يقلبك ولا يداويك بالموافقه ديالك، حيت الجسم ديالك حاجه مقدسه، حتى حد ما عنده الحق يقيسها بالارضاك، فلازم عليه يطلب منك الاذن قبل اي فحص او علاج، ومن حقك ترفض العلاج او دير ملاحظات على العنايه اللي كتحظى بها، دائما في اطار الاحترام المتبادل. الملف الطبي ملك ديالك، من حقك تطالب انك تشوف في اي وقت ولا كاع تاخذو باش تدفع عن تجربه اخرى. Juste pour conclure, si j'avais un message à vous transmettre aujourd'hui, j'ai deux messages en fait. Deux messages qui sont importants. Merci. Vous m'aidez énormément. Deux messages qui sont importants. Je ne suis pas un donneur de leçons. Je ne suis pas un exemple. J'ai mes défauts. Et je ne suis pas un coach de leadership. Et d'après ma petite expérience, c'est deux choses que je pourrais partager avec vous, moi-même. Soyons sensibles aux besoins des uns des autres dans la vie. Soyons valeur ajoutée pour les uns et les autres. Même si votre acte, votre geste, il est tout petit. Et en entrant aujourd'hui par cette porte, je me suis posé la question, pourquoi si Mohamed tu veux faire quelque chose dans ce TEDx? Et je trouve deux raisons. La première chose, c'est que si aujourd'hui, à travers vous, à travers 300 personnes qui sont ici, et à travers les vidéos, à travers Hit Radio, j'arrive à toucher par ce message une seule personne qui déclenche un processus de réflexion, qui devient plus sensible à son entourage, et qui agit, et qui fait une initiative, mais aussi petite qu'elle soit-elle, j'aurai réussi amplement à faire passer mon message. C'est la première chose. Deuxièmement, si je suis venu aujourd'hui, ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à mes chroniques, c'est grâce à mes patients. C'est eux les courageux, c'est eux les stars, c'est eux les héros. Ils sont pauvres, ils n'ont pas de moyens, ils sont démunis, ils sont analphabètes, ils ne verront jamais ce TEDx, ils ne vont jamais lire mes chroniques. Mais ils accueillent chaque jour avec un grand sourire dessiné sur leur visage, avec de l'initiative, pas pour vivre, pour survivre. Et ces gens-là, c'est à eux que je remercie, c'est eux ma source d'inspiration. Ma source d'inspiration, c'est Kalima. Kalima, 23 ans, obèse, qui
qui trimballe son père sur son dos chétif parce qu'il était bouffé par le cancer, parce qu'il n'y a pas assez de brancards à l'hôpital. C'est Mouifatna. Mouifatna qui est morte en attendant sa radiothérapie. C'est Rqia. Rqia qui est morte en attendant une IRM pour 3000 dirhams. C'est Hamid qui est devenu paraplégique alors qu'il était chef de famille. Maintenant, il est dépendant de sa famille. C'est Zohor. Zohor est en train de demander ses médicaments, du Doliprane pour 300 dirhams de ses voisines de chambre parce qu'à l'hôpital, il n'y a pas d'antalgique. C'est eux les vrais courageux. Et c'est à eux que je dis merci. Merci à vous.